Joseph Kabila dresse un constat alarmant de la situation en RDC, marqué selon lui par une insécurité grandissante, surtout dans l'est du pays. Il accuse les dirigeants actuels d'être les principaux responsables de cette crise, en raison de leur mauvaise gouvernance et de leur incompétence. Kabila déplore également l'endettement excessif du pays et la dégradation des conditions de vie des populations. Il appelle à une prise de conscience nationale face à ce qu'il considère comme une dérive dangereuse du pouvoir. Et l'injustice ainsi que l'impunité ont d'autant plus aisément détruit la cohésion nationale et le vivre ensemble que l'opulence outrancière et le non-respect de la parole donnée sont les maîtres mots de la classe politique au pouvoir. Ce qui a rendu le pays fragile et donc vulnérable. Plus grave, le repli identitaire, dangereux pour l'édification de toute nation, a refait surface, avec ces vieux démons dont l'intolérance et la division est circonstance aggravante. Cela est non seulement toléré et impuni, mais aussi et surtout véhiculé et financé par les tenants du pouvoir. Face à cette dérive, le Parlement a abdiqué de sa mission constitutionnelle de contre-pouvoir. Il a ainsi cessé d'être le temple de la démocratie, le lieu par excellence de l'expression législative et la volonté du souverain primaire, pour ne plus être qu'une chambre d'enregistrement de la volonté d'une seule personne. Quant à la justice, garante constitutionnelle des libertés publiques et du socle de valeurs, qui structure notre identité et forge notre unité, elle a complètement démissionné de ses responsabilités, se laissant ouvertement instrumentalisée à des fins politiques. Elle n'est donc plus qu'un instrument d'oppression d'une dictature qui tente désespérément de survivre à contre-courant de l'histoire, par la terreur et l'imposition de la pensée unique. Rôle peu louable qu'elle partage avec les milices tribales, ainsi que la police et le service de renseignement, eux aussi détournés de leur noble mission de protection des citoyens et de sécurisation de l'État. Sur le plan économique, la situation est de plus inquiétante. Malgré l'augmentation des recettes publiques, essentiellement due à l'arrivée à maturité de toutes les réformes courageusement votées de 2002 à 2018, notamment le nouveau code minier, forestier, des hydrocarbures, des assurances et de la sous-traitance, et un niveau d'aide financière accru de la part des institutions de Bretton Woods. Aucun investissement n'a été réalisé pour doter le pays d'infrastructures modernes, soutenir des réformes structurelles et stimuler la croissance. Par contre, l'inflation et la dépréciation monétaire, jadis vaincues, sont de retour. La corruption et le détournement de deniers publics ont atteint un niveau inédit. Et l'endettement public que nous avions maîtrisé de 2010 a de nouveau grimpé en flèche, dépassant la barre de 10 milliards de dollars et suscitant des inquiétudes légitimes quant à la solvabilité à moyen et long terme du pays. Les conséquences sur le plan social sont aussi dramatiques. Aggravation du chômage, accumulation des arriérés des salaires des agents de l'État, baisse drastique du niveau de vie de la population et recrudescence du banditisme urbain, de l'exode rural et de la famine dans un nombre croissant de provinces. Les Congolais sont désormais en proie à une véritable angoisse existentielle. Parmi les victimes résignées de ce gâchis se trouve en bonne place notre jeunesse, qui a été pourtant de tous les combats démocratiques
et qui a beaucoup cru aux vertus de l'alternance pacifique. Aujourd'hui, sans repère ni perspective sérieuse du lendemain, elles se sont abandonnées, laissées à la merci des entrepreneurs de conflits et de vendeurs d'illusions de tous bords. Rien de ce qui lui a été promis depuis 6 ans n'a été réalisé. À cette jeunesse désabusée, comme à l'ensemble de notre peuple, nous tenons à donner une assurance. L'échec d'un régime compromet, mais ne scelle pas définitivement le sort d'un peuple. Mes chers compatriotes, s'agissant de la situation sécuritaire, dans les grandes agglomérations comme dans nos campagnes, elle est partout plus que préoccupante. C'est le cas notamment au nord Kivu, au sud Kivu, en Ituri, au Maniema, au Tanganyika, au Katanga et au Mai-Ndombe, province pourtant voisine de Kinshasa, capitale du pays et siège des institutions. Le sang de nos compatriotes civils et militaires, valeureux officiers et soldats des rangs, mais aussi députés, éminents membres de la société civile ou de partis politiques, a ainsi abondamment et gratuitement coulé. Du fait de l'intolérance, du cynisme, voire pire, d'un terrorisme d'État, pratiqué dans un seul et unique dessein, l'abus du pouvoir pour le pouvoir. C'est le cas, entre autres, de sang de plusieurs centaines de détenus du centre pénitentiaire de rééducation de Makala, sauvagement abattus dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024, victimes sans défense d'un crime incontestable contre l'humanité, à ce jour resté impuni. Il en est de même de membres de la secte mystico-religieuse Wazalendo de Goma, de jeunes de la Junafek à Lubumbashi et du massacre des adeptes de l'église Mbidi à Kilwa. Cette déliquescence de la situation sécuritaire est due à la mauvaise gouvernance du pays, qui dans ces secteurs est aujourd'hui caractérisée par une formation militaire bâclée, des recrutements et mises en place ethniquement motivés, ainsi que par l'emprisonnement sans jugement, aussi bien de plusieurs militaires et officiers de haut rang que des agents de l'ordre et de sécurité, majoritairement swahilophones. Bien plus, à l'armée nationale, bouclier de la nation, instrument de préservation de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale, il a été substitué de bandes de mercenaires, de groupes armés, de milices tribales et de forces armées étrangères, qui ont non seulement montré leurs limites, mais aussi enfoncé le pays dans un chaos indescriptible. L'État a ainsi perdu le monopole de la violence légitime en sous-traitant aux groupes armés, autrefois maîtrisés, le maintien de l'ordre public et de la tranquillité nationale. Et comme si cela ne suffisait pas, l'armée nationale est vilipendée, conspuée et tournée en dérision par les autorités qui n'assument jamais rien de la part des institutions de Bretton Woods. Aucun investissement n'a été réalisé pour doter le pays d'infrastructures modernes, soutenir des réformes structurelles et stimuler la croissance. Par contre, l'inflation et la dépréciation monétaire, jadis vaincues, sont de retour. La corruption et le détournement des deniers publics ont atteint un niveau inédit. Et l'endettement public que nous avions maîtrisé de 2010 a de nouveau grimpé en
flèche, dépassant les groupes armés, autrefois maîtrisés, le maintien de l'ordre public et de la tranquillité nationale. Et comme si cela ne suffisait pas, l'armée nationale est vilipendée, conspuée et tournée en dérision par les autorités qui n'assument jamais rien. Pour les avoir formés, commandés et conduits au front, je connais nos soldats, boucs émissaires aujourd'hui de toutes les contre-performances enregistrées sur les champs de bataille. Ils ne sont pourtant pas intrinsèquement moins bons, moins nationalistes et moins loyaux. Ce qui a changé entre-temps, c'est la qualité du commandement et de leur prise en charge. Au niveau régional, le gouvernement a levé l'option désastreuse de se détourner de deux principaux instruments internationaux qui étaient à la base de l'architecture régionale de paix et de sécurité, laquelle avait permis la stabilité régionale que le président actuel avait trouvée lors de son accession au pouvoir. À savoir, le pacte pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Plus grave encore, en faisant de forces négatives, les FDLR, ainsi que des centaines de groupes armés congolais, des supplétifs des forces armées de la République démocratique du Congo, le gouvernement a ouvert la voie à la régionalisation du conflit, avec des conséquences inévitables sur la stabilité de la région. Mes chers compatriotes, alors que sur le plan institutionnel, politique, économique et social, les fondamentaux avaient été établis et que le pays avait été placé sur la rampe de lancement, prêt à décoller. Nous voici, hélas, en un temps record, soit 6 ans, de nouveau à la case de départ. Seul d'un État failli, divisé, désintégré, au bord de l'implosion, inscrit en bonne place au palmarès de pays pauvres, le plus corrompu et très endetté. En atteste tous les rapports tant du Conseil de sécurité des Nations Unies que ceux sur l'indice de développement humain et sur la pauvreté. La crise qui déchire notre pays est donc profonde et multidimensionnelle. Sa solution doit être nécessairement globale. Toute autre approche n'a donc aucune chance de conduire à une paix durable. Bien plus, le Congo est intemporel. Il n'appartient pas à tel ou tel régime politique. Ce dernier étant par définition rotatif et donc passager en démocratie. Il appartient plutôt au peuple congolais dans sa grande diversité. Ce qui est